Et donc, il y a un enjeu majeur pour l'Europe à trouver aujourd'hui d'autres sources d'approvisionnement que la Russie. Et Israël peut faire partie de ces sources alternatives. Jérémy Haddad, qui est expert en consulting en matière d'énergie. Et nous allons parler avec lui justement de l'opportunité qui s'offre à l'État d'Israël, d'une certaine manière, de fournir du gaz à l'Europe, vu le conflit entre l'Ukraine et la Russie et le boycott, en tout cas les sanctions contre la Russie. L'État d'Israël pourrait devenir un pays exportateur vers l'Europe, et nous voulons en parler avec Jérémy. Jérémy, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en consulting, dans le secteur énergétique pour l'Europe de l'Ouest, l'Afrique francophone. Vous êtes tout à fait donc approprié pour parler de ce dossier. Alors, concrètement, aujourd'hui, est-ce que en Europe, on parle de l'État d'Israël comme d'une solution, d'une sorte de palliatif aux sanctions contre la Russie et à l'arrêt de l'acheminement du gaz russe? Oui, alors on parle de beaucoup de choses en Europe, parce qu'il faut savoir qu'en effet, l'Europe est très très dépendante du gaz russe. Ça dépend des pays, mais en particulier l'Allemagne et l'Italie, qui sont les deux pays les plus dépendants. Globalement, 40% du gaz qui est importé, consommé par l'Europe, vient de Russie. Et donc, il y a un enjeu majeur pour l'Europe à trouver aujourd'hui d'autres sources d'approvisionnement que la Russie. Et Israël peut faire partie de ces sources alternatives. Sachant qu'il faut rester modéré, parce qu'aujourd'hui, l'Europe importe de Russie à peu près 155 milliards de mètres cubes de gaz par an. Aujourd'hui, Israël, avec le grand projet Léviathan, n'en extrait qu'une dizaine et pourrait monter jusqu'à une vingtaine. Donc, dans tous les cas, Israël ne serait pas suffisant pour pallier la totalité, loin de là, mais ça peut être effectivement une source alternative. Il y a actuellement des négociations entre Israël et l'Europe à ce sujet ? Alors, en fait, d'abord, il faut bien comprendre que le gaz, il faut l'acheminer jusqu'en Europe. Alors c'est ça, on va en parler. Et ça, en fait, c'est ça le problème le plus éminent, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de gazoduc, c'est-à-dire de tuyaux qui permet d'acheminer le gaz directement depuis les champs gaziers israéliens jusqu'en Europe. Il est question de le liquéfier par l'Égypte, c'est cela ? Alors, il y a deux solutions. La solution la plus évidente, c'est effectivement de prendre le gaz, de le liquéfier via des terminals de liquéfaction, ce qui permet ensuite de les mettre sur des grands bateaux et puis ensuite de les emmener à peu près n'importe où vers un endroit où il y a ensuite des terminaux de regazéification, c'est-à-dire qu'on reprend le gaz à l'état liquide et on le regazéifie et puis ensuite il part dans des gazoducs européens. Aujourd'hui, Israël ne bénéficie pas de terminaux de liquéfaction. L'Égypte, oui, et donc l'idée, c'est d'envoyer le gaz israélien en Égypte d'abord, pour qu'il soit liquéfié en Égypte et qu'ensuite il puisse partir par bateau un peu partout. Donc ça, c'est la solution, je dirais, la plus court-termiste, qui peut tout à fait fonctionner. La deuxième solution, c'est évidemment de réfléchir et de se dire, est-ce que ça vaut pas le coup de créer un vrai gazoduc pérenne qui part des champs gaziers israéliens et de l'emmener en Europe. Il en était question, si je ne m'abuse, Jérémy, avec ce que l'on appelait EastMed, vers l'acheminant ce gazoduc qui passerait par la Grèce, par l'île de Chypre, vers le sud de l'Europe, où on a même parlé ces derniers temps, puisque ça s'est réchauffé les relations avec la Turquie, de passer par la Turquie. Où on en est dans ces deux options? Alors, justement, vous l'avez très bien dit, il y a un enjeu géopolitique majeur dans cette histoire. Lorsque les relations entre Israël et la Turquie étaient quasiment complètement coupées, il y avait un enjeu diplomatique très fort pour Israël de se rapprocher notamment de la Grèce et de Chypre, qui a aussi des champs gaziers, et de bâtir un gazoduc qui passerait par Chypre et qui arriverait en Grèce et donc ensuite pourrait alimenter l'Europe. C'est un projet qui avait été mis sur la table. Il y avait plusieurs obstacles. Il y avait un obstacle financier, est-ce que c'est véritablement rentable? Et il y avait surtout un obstacle géopolitique. Notamment, les États-Unis, en début d'année, ont annoncé qu'ils enlevaient leur soutien au projet parce que ils pensaient que c'était pas très approprié d'un point de vue diplomatique
de se mettre en colère comme ça la Turquie. Et la Turquie, l'invasion en Russie a tout changé, puisque la Turquie aujourd'hui, vous le savez, a initié des rapprochements diplomatiques avec Israël, parce que la Turquie est intéressée par aussi récupérer ce gaz. Et quand on dit que Israël pourrait alimenter l'Europe, le premier pays intéressé en Europe, entre guillemets, par ce gaz israélien, c'est la Turquie. Parce que la Turquie est aussi très dépendante des importations. Et donc, le fait d'avoir un pipeline qui pourrait passer directement des champs pétrolifères israéliens, des champs gaziers, israéliens jusqu'en Turquie, c'est ça aujourd'hui qui est probablement la solution la plus regardée par les experts. Le projet EastMed, il a quand même aujourd'hui pas mal de plomb dans l'aile, même si on est en train de re-regarder. Il y a ces deux options-là, mais je dirais que si les relations diplomatiques avec la Turquie se réchauffent encore, c'est peut-être ce projet-là qui va être le plus regardé. Alors, Jérémy, je voudrais profiter de votre expertise pour essayer de comprendre, de répondre à une question que l'on se pose ici en Israël par rapport à la politique menée par l'État d'Israël et par la ministre de l'Énergie, Karine El-Ahrar, qui est d'ailleurs d'origine francophone, qui elle, dès qu'elle est arrivée au ministère, a tout simplement donné la priorité aux énergies renouvelables en mettant de côté le gaz, en disant bah non, le gaz c'est pas bien, c'est polluant, et on est un peu stupéfait d'une certaine manière. Israël a rêvé pendant de longues années d'avoir des gisements de gaz. Dès qu'on en a et qu'on a des gisements importants comme Léviathan, comme Tamar, qu'on pourrait en profiter, peut-être même l'exporter, on parle maintenant des énergies renouvelables. Alors elle a effectué une sorte de réévaluation ces derniers jours, mais quelle est la position? Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que Israël doit continuer d'exporter? Alors, déjà, il faut bien comprendre pourquoi on dit le gaz, c'est pas bien, etc. Il vous a pas échappé que le réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur. Tous les pays aujourd'hui sont engagés à respecter l'accord de Paris, qui vise à atteindre les 1,5 degrés. On en est honnêtement très très loin, mais tous les pays doivent s'y mettre. Aujourd'hui, le gaz est encore une énergie à émission de CO2, de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, en Europe, aujourd'hui, la première priorité, c'est pas tant de trouver du gaz alternatif, c'est de trouver les moyens de se passer de gaz complètement. Et si vous voulez, c'est ça l'enjeu principal. Et en Israël, l'enjeu d'abord, c'était de se passer de charbon et de pétrole. Et depuis le début des années 2000, la politique israélienne en matière énergétique a consisté, justement pour respecter ces accords-là, à remplacer, on va dire, un certain nombre d'usages au gaz et au charbon, produire de l'électricité par exemple, par du gaz. Et ça, c'est très bien, parce que le gaz, malgré tout, est moins émetteur de gaz à effet de serre que le charbon, ou bien de faire tourner des centrales à électricité avec du fioul. Donc ça, c'est très bien. Néanmoins, si on compare le gaz aux énergies renouvelables, évidemment, c'est moins bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.